Bonjour Sardoche Yo. et bienvenue sur VA+. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es la personnalité la plus détestée de Twitter. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Et tu t'apprêtes à répondre à mes questions, donc je t'en remercie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sardoche c'est un streamer. Pour les seniors, un streamer c'est quelqu'un qui diffuse en direct des vidéos à une audience en ligne avec qui il peut interagir en temps réel. C'est fou la technologie, hein. Et dans le milieu du streaming français, Sardoche c'est une figure incontournable, avec plus d'1 million d'abonnés sur Twitch. Et pas mal de mèmes à son effigie. C'était sûr! Car oui, un des trucs qui l'a fait connaître, c'est son tempérament explosif. Certains aiment et certains détestent. Et vous savez ce que ces mêmes personnes détestent ? Que Sardoche donne son avis sur la politique. Car, que les dieux lui pardonnent, il n'est pas de gauche. Bon, il n'est pas vraiment de droite non plus. Qu'est-ce que c'est la droite En pour fait, toi, parler de droite et de gauche, c'est d'avoir Ouais. instantanément rien compris à la politique. Aujourd'hui, on le reçoit pour parler de son parcours, de ses bad buzz, du harcèlement en ligne et de ses idées politiques. Okay, let's go. T'as commencé à streamer du coup en 2007. Ouais. Tu partageais tes parties de Guitar Hero sur Facebook. Ah oui, non, oui, ok. Ouais, on était 3 viewers, mais oui. Oui, le vrai streaming, il a commencé en 2012. Ok. 2012-2013, l'ère de Twitch. Mais j'ai connu, évidemment, les streams à la con sur Facebook, sur Justin TV. Ouais, j'étais un peu un pionnier de... Je voulais absolument montrer ce que je faisais sur le jeu vidéo, ouais. Ah, en parallèle du stream, tu étais en école d'ingé. Ouais. Et moi, j'avais une question là-dessus, c'est quand est-ce que tu as décidé de quitter, parce que du coup, tu n'as pas eu ton diplôme en école d'ingé, Exact, ouais. donc quand est-ce qu'on décide de quitter une voie quand même euh, assez rassurante, quand même, qui te promet un avenir pas trop dégueu, pour un truc quand même, le stream, c'était pas non plus quelque chose... Ouais. Non, tout mais le monde ne perçait pas, quoi. c'est une bonne question. En gros, il y a déjà plusieurs trucs. Il y a que moi, je codais, je faisais de la programmation depuis que j'avais 12-13 ans. J'ai commencé ça à l'époque sur le site du Zéro, j'avais découvert sur des forums le site et tout, et j'avais kiffé. Et en fait, j'avais déjà gagné pas mal de thunes avec la programmation quand j'étais entre 18 et 25 ans. Enfin, entre 18 et 22 ans, du coup, parce que ma décision d'arrêter mon école d'ingé, c'était vers 22 ans. Et en fait, j'avais déjà compris que je pouvais générer de l'argent facilement si je m'en donnais les moyens. Et bon, aujourd'hui, c'est à revoir avec l'IA et compagnie, mais j'avais déjà ce truc-là. Et en plus de ça, pendant que j'étais en école d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de tester un petit peu le stream, voir comment ça marche, faire quelques streams qui marchaient pas mal. À l'époque, j'ai pas mal percé, notamment sur la chaîne d'un streamer qui s'appelle Coro Bizarre. Et en fait, j'ai vraiment commencé à gagner pas mal d'argent avant même que j'arrête mon école d'ingé. Donc en fait, j'avais déjà des revenus à 4-5 000 par mois qui tombaient alors que je faisais l'école à côté. Net ? Non, Ouais. mais genre, c'était quand même très bien. Ouais. Et surtout que je me disais, ok, mais là, je suis qu'à 50% de mes capacités. Mm. Demain, si j'arrête les cours, ça peut être pas mal. Alors évidemment que c'est un gros pari, mais moi, je vois pas l'école d'ingénieur comme une fin en soi. Dans le sens où ce qui est important, c'est le réseau, je pense. Surtout quand tu as les compétences, que tu as l'expertise, tu n'as pas vraiment besoin de ce truc de ok, j'ai un diplôme. Alors évidemment, ça aurait été mieux, mais avoir un diplôme à l'époque où j'ai pris ma décision, ça correspondait à devoir complètement arrêter ce que je faisais en stream, parce que je devais aller à l'étranger, faire un double diplôme, soit en Suède, soit en Angleterre. J'étais pas sûr d'avoir la connexion pour stream, j'étais pas sûr d'avoir le temps. Et je me suis dit, ok, on va faire une tentative, je vais prendre une année sabbatique, on va voir ce qui se passe. Et l'année sabbatique, en fait, ça a été une révélation. J'ai eu tellement de trucs qui se sont passés, tellement d'événements de dingue. Disons que au moment où du coup je prends ma décision, j'ai énormément de réussite en stream. J'ai énormément de réussite en e-sport, c'est-à-dire que j'ai une équipe e-sport. On a des très bons résultats, on est une des meilleures équipes de France. Mhm. Et en plus de ça, je gagne bien mieux ma vie. À League of Legends ? Ouais, League of Legends, ouais. Donc c'est vraiment des gamineries à l'époque, hein. Genre Mm. vraiment. Mais ouais, j'ai eu le nez de sentir qu'il fallait se commit maintenant, vraiment y aller à fond et ça a marché quoi. Genre vraiment ça a marché. Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'un streamer, en fait, aujourd'hui, puisse gagner plus qu'un ingénieur, alors que, en termes d'études, c'est pas vraiment pareil, en termes de responsabilité, Non mais c'est la pas vraiment création de valeur, pareil. le débat de la création de valeur, il est stupide. Je pense que quand on parle d'un mec qui est fonctionnaire, qui est payé par nos impôts, on peut se dire oh mais tu génères pas de valeur, tu sers à rien et t'es payé pour ça. Oui, quand t'es un streamer et que les gens peuvent te donner de l'argent s'ils le souhaitent et qu'en plus pendant des années les revenus que les gens me donnent c'est 5% de mon revenu parce que c'est les publicités, parce que Mm. c'est les OP, les partenariats, etc. Enfin tout cet écosystème qui me génère 90% de mes revenus. Bah en fait on peut pas vraiment avoir ce débat maintenant. Par rapport à combien gagnent, etc., les gens et vraiment ce qu'ils représentent dans la société. Évidemment, un médecin mérite plus de gagner de l'argent qu'un streamer. Maintenant, moi, il y a un truc que j'ai toujours défendu dans mon stream, c'est que les gens ont besoin d'un divertissement.
même les gens les plus intelligents, même les futurs prix Nobel, ils ont des moments où ils ont besoin de poser leur cerveau et de se poser devant un truc. Et il faut qu'on leur propose quelque chose à la hauteur de ce qu'ils ont envie de leur personne. Et en fait, moi, j'avais déjà ce discours à l'époque, même si je sortais d'école d'ingénieur et que j'avais pas fini mon diplôme. Je comptais le reprendre parce que j'étais en année sabbatique et tout, mais de me dire, ok, en fait, ces gens-là, il faut que je les inspire à être aussi performants que moi je le suis dans l'allégorie qu'est le jeu vidéo, dans leurs trucs respectifs. Donc ça peut être la recherche, ça peut être ça peut être prof de maths, ça peut être médecin, etc. Et donc en fait, il y a ce truc de peut-être j'ai pas moi créé de valeur et je vaux rien dans cette société, mais peut-être que j'ai permis à des gens je leur ai insufflé quelque chose dans leur taf qui fait qu'ils ont été un peu meilleurs, qu'ils ont peut-être un peu plus percé, qu'ils ont peut-être continué ce qu'ils ont fait et qu'indirectement cette valeur que j'ai ajoutée à toutes ces personnes, elle a plus de valeur que moi ce que j'aurais pu faire n'importe quand dans ma vie. C'est-à-dire que, ok, c'est un peu le truc très égocentrique de dire, ok, j'ai peut-être le cul pour avoir un prix Nobel, ce qui est faux, mais ouais, c'est pour se dire. Mais en fait, peut-être que c'est mieux d'insuffler la volonté de rechercher à des gens qui l'auront eux. Voilà. Un truc qui t'a permis de te démarquer dans le stream, outre ton tempérament explosif, c'est le stream marathon. Ouais. Donc est-ce que tu peux expliquer le concept? Mais moi, il n'y a pas de concept. C'est ça qui est drôle, c'est que les streamers faisaient un sub-goal. Ils vont dire, oh les gars, si j'atteins telle prospérité sur ma chaîne, tel nombre de subs, d'abonnements, je vais faire un marathon 24 heures ou un marathon 12 heures. Et en fait, j'avais ce truc, moi. Je sais pas, j'ai de l'énergie. Je sais pas si c'est parce que je bois pas, je fume pas, je prends juste de l'eau pétillante, j'en sais rien. Mais il y a ce truc de, je lance un stream et je l'arrête que quand j'en ai marre. Et en fait, je finissais par faire des streams de 24 heures, 30 heures, 36 heures, 34 heures. C'était par addiction au jeu Ah ou... ouais, bah Ouais. addiction au... Mais juste, je suis en forme. C'était pas je repousse mes limites. C'est juste, je suis en forme, quoi. Genre, j'aime bien ce que je fais, les gens kiffent. J'arrive à faire ce que je fais bien. Genre, je perdais... Enfin, genre, par exemple, je faisais des games en classé sur mon jeu à l'époque. J'arrive encore à gagner après 20 heures, voire même à faire des séries de victoires. J'avais arrivé à être performant, donc je me disais, bon... ouais. Après, t'as quand même du coup expérimenté le sommeil polyphasique Ah oui, à cette époque-là. c'est très vieux, ça. Mais ça, en soi, tu repousses tes limites parce que c'est pas non plus hyper conseillé pour la santé. Non, mais après j'ai fait ça 2 fois. C'était juste Ouais. pour le plaisir de se dire, je suis un peu dans une recherche du dépassement de soi, purement expérimentale et empirique, quoi. C'est vrai, ok, là je vais me faire je vais me faire une petite expérience, on va tester. Je sais que les mecs dans les bateaux, ils ont pas le choix parce qu'ils doivent être levés toutes les 30 minutes pour vérifier leur cap et tout. Bah, on va tester, ça doit être possible en stream. Donc, c'était marrant, je mettais la caméra sur mon lit, je dormais. Là, on parle d'un truc en 2016. Hein. Mais du coup, évidemment que c'est complètement con de dormir 4 heures par jour, enfin 3h30 par jour. Autant dormir, enfin, du coup, ça fait quand même des dégâts au corps. C'est complètement Ah con. oui. Ah oui, non, c'est. Je te posais des questions sur le stream marathon parce qu'on a eu l'exemple assez tragique de Jean Pormanoff l'année dernière, l'été dernier, qui est décédé du coup en live au bout de 12 jours de stream après s'être fait humilier des pires façons Il y a des par ses contextes collègues. à poser parce que déjà, on n'est pas sur un stream marathon en mode les mecs doivent rester éveillés. Il y a 2 types de marathons. Il y a le sub-marathon ou le marathon stream où en gros, on va mettre la caméra, filmer une villa, ce qui s'y passe et tout. On a les Nasdaq qui font ça. On a l'exemple de Jean Pormanoff. Alors honnêtement, c'est un milieu qui est très loin du mien, qui est celui du jeu vidéo, du Puis il y a partage la et tout. question de la plateforme aussi. Ah non, mais on va parler des dramas et tout si ça vous dérange pas, mais en gros, ouais, le truc qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui du coup se filment pendant des semaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Ils peuvent dormir s'ils ont envie. Mais après, évidemment qu'au sein de ce stream, il y a une pression permanente de rendre des comptes à l'audience, de oh, mais ils sont là, faut se réveiller et tout machin. Et évidemment, ouais, ça fatigue. Hein. C'est dur. Hein. Moi, j'ai fait plusieurs sub-bâtons du coup. Donc là, c'est autre chose. C'est je lance la caméra pendant 10-15 jours. Et les gens me voient dormir, les gens me voient stream. Bon, c'est un truc que je fais une fois par an. Généralement, c'est un regroupement où c'est un peu la fête avec toute la communauté. Je fais des jeux que les gens aiment bien. On fait des libres antennes, des trucs comme ça. Des trucs que j'ai pas trop l'habitude de faire. Et, ouais, ouais, je sais pas qu'est-ce que je dois donner comme avis. Ma question c'était est-ce que il n'y a pas dans cette logique du streaming le fait de vouloir avoir plus de vues, plus Bah si, il y d'abonnements, a etc. ouais, ouais. Un truc un peu malsain où du coup tu dois toujours dépasser les limites de ton voisin quoi. Et ces limites des fois elles sont un petit peu... Ouais, bah, là en l'occurrence c'est assez spécial le cas Jean Portneuf parce qu'il s'est enfermé dans un truc de victimisation permanente qui était son rôle en stream. Mais en fait le rôle qu'on a en stream on le choisit pas forcément. En fait on peut avoir un rôle, s'y tenir et pour autant ne pas vouloir le quitter. Et je vais faire un parallèle avec un truc un peu plus... Enfin c'est tout aussi grave. C'est une femme qui va marier un homme qu'elle aime pas. Enfin au fur et à mesure ça se délite.
t'as ce rôle de mère ou t'as ce rôle de femme que tu vas tenir, et vice-versa, hein, un homme qui se En reconnaît gros, pas dans c'est son ton couple. public qui te donne ton rôle à jouer, quoi. Ouais, c'est ton public qui te donne ce rôle, et en fait, tu t'y tiens parce que malheureusement, tu penses qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est quoi ton rôle à toi? Ah ouais, ça. Ouais, bah, je dirais que. Enfin, en fait, je suis très égocentrique sur ça. J'ai un peu un syndrome du personnage principal. Et en fait, je me dis, même si j'ai pas une audience si énorme que ça, j'ai un rôle à jouer dans la vision qu'ont les gens de. Enfin, je dois sortir les gens, euh, quitte à ce que ça devienne presque masochiste et que je me fasse détester par tout le monde, de leur sphère algorithmique. C'est-à-dire, je veux au quotidien leur donner un contre-discours de ce qu'ils veulent entendre. Et justement, pour que eux ils aient l'esprit critique de s'élever et de sortir de ce verrou, alors là en l'occurrence démocratique. Donc t'as un rôle de dissident un peu. Ouais, alors le problème c'est que la dissidence très vite elle se polarise. Et du coup on devient plus des dissidents, on devient des énormes merdes qui rentrent dans les codes classiques de ce qui est extrême. Et en fait c'est un combat permanent de retournement de veste interne. Mais à chaque retournement de veste, à chaque reprise de position, à chaque affinement de ma vision politique ou ma vision Par du monde, retournement de veste, en fait, tu veux juste dire de la nuance. c'est ça. Ok. À chaque fois que je veux nuancer ce que j'ai pu dire avant ou corriger ce que j'ai dit, je passe pour le dernier des menteurs, des hypocrites, parce que je déçois des gens que j'ai confortés dans leur vision du monde. Et donc, bah, en gros, ouais, personnalité la plus détestée de Twitter, quasiment. Tu penses? Bah non, mais bon, je suis la personne la plus facile à insulter. Je pense que Bah, vraiment. justement, je veux parler un petit peu de tous tes haters. En gros, toi, t'as une réputation de rageux. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ouais, bah ça c'est un peu loin cette réputation. Qui date, hein, J'aime bien cette parce réputation-là, que j'aurais tu bien l'aimes aimé bien. que ça- Bah, justement, c'était ma question. Est-ce que tu la revendiques ou est-ce que tu le vis un peu comme du harcèlement, quoi? Est-ce que tu le subis? Quand un mec va invalider ce que je vais dire en disant oui, mais tu tapes sur ton clavier, il y a rien de plus con en fait. Parce que le mec qui va être assez passionné dans un truc pour en pleurer ou pour s'en énerver, alors ok, c'est peut-être quelqu'un qui a pas la meilleure gestion de ses émotions, mais en l'occurrence, cette gestion des émotions décomplexée, elle m'a permis d'avoir un public, et c'est aussi ce que les gens viennent voir, donc je n'ai aucune raison enfin, je suis pas dans un contrat social où il faut absolument que je me tienne et tout. Au contraire, j'ai cette chance de pouvoir faire ce que j'ai envie et réagir comme j'ai envie. Mais du coup, comment on peut en vouloir à quelqu'un d'être assez passionné pour pleurer ou s'énerver pour quelque chose qu'il fait? Au contraire, ça donne de la valeur à ce qu'il fait, ça donne de la L'authenticité. consistance, ouais. Donc je trouve ça con. Maintenant, ouais, c'est pas. Alors c'est une ligne dans laquelle je me suis éloigné petit à petit parce que en vrai, juste, j'ai plus trop ces émotions-là. Maintenant, quand il y a quelque chose qui me rend fou, je vais avoir plus tendance à être triste ou à être un peu désabusé que vraiment énervé. Mais quand quelque chose m'énerve, c'est plutôt bon signe, quoi. C'est-à-dire que je suis dedans, quoi. Et parce que ces accès de rage, du coup, il y en a qui les ont filmés et qui les ont transformés en mèmes. Et ça fait quoi d'être un mème? De se voir des fois dans des vidéos, t'as aucune idée et en fait tu te vois apparaître. Bah, ça veut dire que je suis un phénomène culturel français, c'est cool. C'est cool. Ouais, j'ai laissé ma patte. Alors, on s'en fiche que. De toute façon, en gros, c'est toujours pareil. Les gens qui vont me voir rager comme ça, soit ils relatent, soit ils se disent ok, moi aussi j'étais comme ça pour d'autres choses. Alors, on enlève tout de suite les stéréotypes de c'est du jeu vidéo, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, peu importe ce pour lequel on met de l'énergie, on peut se rentrer dans des excès de colère. Ça peut être un mec qui te fait chier à ton taf parce que t'es passionné, parce que ta vision des choses et que tu penses avoir raison. Ah, attends, avoir raison encore de s'énerver, mais genre, les gens qui se reconnaissent, ça va leur parler et ça va les faire sourire. Ils vont se dire, moi j'aurais bien aimé péter un plomb comme ça quand ça m'a énervé. Et ça les épanouit indirectement. Donc, tant mieux. Et pour revenir sur les haters, du coup, on va aborder le harcèlement en ligne. Ouais. Toi, t'en as vécu beaucoup. Ouais, Ouais, c'est dur, hein, franchement. c'est dur. Bah, Et est-ce que tu t'y fais pas en fait, c'est con hein, Alors- comme question, mais est-ce que tu finis pas par t'y faire en fait? 2020-2021, de 2016 à 2021, je suis détesté. Parce que j'ai déjà des techs un peu libérales et tout. Je fais péter un plomb aux gens sur Internet, sur Twitter, etc. Et parce que je suis juste comme je suis. Mais j'en ai rien à foutre parce que je suis détesté pour des raisons que j'assume à 2000%. Internet, ça a pris une tournure depuis 2020-2021. C'est qu'on essaie plus de... En fait, c'est plus aussi cohérent d'en vouloir à des gens pour ce qu'ils sont parce qu'on peut assumer toutes les positions et les gens sont beaucoup plus décomplexés par rapport à leurs opinions.
Mais par contre, on va essayer de te faire des billets d'association à balles sur des gens avec qui t'es ami, sur des choses que t'aurais fait, sur des choses que t'aurais dites, qui sont dans un contexte différent. Et en fait, tout le temps, il y a ce truc de vouloir diaboliser les gens et de plus débattre sur le fond. Et finalement, il y a une sorte de carapace qui se met sur les gens, c'est ok, de toute façon, ce mec-là me déteste pour des trucs que je n'ai pas fait, ou des choses que je n'ai pas dit, ou des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas. Donc je ne prends pas sa critique en compte. Et ça casse complètement, instantanément, tous les débats sur Internet. Et moi, j'ai limite une chance avec ça, c'est que il y a tellement de bulles faciles dans lesquelles les gens peuvent se jeter pour me détester. Genre des associations de malades, genre t'es un pédophile, truc comme ça, t'es un nazi, t'es un raciste. Bah, en fait, à partir du moment où ils me disent ça, je sais que les mecs ont aucune. Ils me détestent pas pour ce que je suis, ils ne croient même pas à ce qu'ils écrivent. Juste, ils se disent je vais écrire ça parce que ça va l'énerver et j'ai pas envie de débattre sur le fond, je les bloque et terminé. Parce qu'en fait, je sais que les mecs, c'est tellement facile de sauter là-dedans que hop, je sais que ce mec-là, j'aurai aucun intérêt à débattre avec lui, je vais perdre mon temps. Et ça me fait gagner du temps, parce que du coup, il reste que les personnes qui font cet effort, et même s'ils me détestent, et même si toutes les opinions que j'ai, elles sont éclatées au sol, c'est des mecs qui n'ont jamais passé le pas de me traiter de faire de la diffamation, de faire des biais d'association, et qui se contentent de me détester pour mes idées, et je ne serais jamais énervé même de me faire menacer de mort par un mec qui n'est pas d'accord avec un truc que j'ai dit. Parce que je sais que s'il il en est à là pour un truc que j'ai dit, une tech politique que j'ai eue, je sais que le mec, il m'en veut pas personnellement, il va pas me buter. Mais s'il en arrive à être assez énervé pour m'écrire ça, c'est qu'il y a vraiment une rancœur par rapport à ce que j'ai dit et pas ce qu'il croit que je suis. Donc c'est plus intéressant. Et donc jusqu'à 2021, j'ai été détesté pour des choses que j'ai dit, des choses que j'ai faites. Et j'assume 100%. Mais là, à partir de 2022-2021, ça a commencé à vriller, quoi. À Les cause réseaux- du thread à de cause ton du ex. thread, mais en vrai, même pas. Il y a... Tu peux revenir dessus parce que je suis pas sûre que tout le monde Bah, connaisse l'histoire. j'ai fait un truc avec une fille de 17 ans quand j'avais 23-24. C'était relation privée, consentie, aucun problème. Genre littéralement le non-lieu. Elle l'a dit en plus après. Non, bah Ah justement, non, c'est ok, ça qui est d'accord. marrant. Justement, c'est ça qui est drôle, c'est que les gens pensent que la fille est venue se plaindre 10 années plus tard en mode. Non, mais elle a pas fait justement un tweet pour dire c'était bien. Enfin, je veux dire. Elle a pas fait un tweet, elle a envoyé un message à la. Alors, bon, je finis l'histoire. Vas-y. Mon ex, une autre ex, qui était elle, qui avait 28 ans au moment où elle a fait le thread, dit commence à me faire. J'ai des techs qui lui plaît pas trop. En gros, elle me suit pas politiquement. Et donc, ça l'énerve de me voir parler de féminisme ou de certaines choses qui lui tiennent à cœur. Et encore une fois, au lieu de débattre sur le fond, elle commence à me faire un thread en mode oui, mais en fait, vous ne savez pas, cette personne, c'est un énorme vicieux, machin. Des screens sortis du contexte où je parle de filles soi-disant trop jeunes, qui ont 20 ans à l'époque. Mais en fait, c'est dans le cadre de raconter cette relation consentie et tout. Le bourbier absolu. Et moi, en plus, à cette époque, je suis en couple avec une fille que j'aime énormément et je suis encore avec aujourd'hui. Et je veux pas faire de vagues, donc je me dis vas-y, je vais désamorcer, je vais dire ok, désolé, je regrette profondément. Alors, la vérité, c'est que sur le moment, moi déjà, 23-17, c'était un truc qui était pas. Oui. Non, mais ça me dérangeait un peu en fait. Ah Mais bon bah ouais, parce que je savais pas exactement son âge sur le moment. Et après, bon, bah, je suis en mode on n'a pas continué. Je suis resté pote avec elle et ça s'est fini comme ça. Et je n'ai jamais reproduit ce genre d'acte. Et je devrais même pas besoin de me justifier par rapport à ça parce que c'est consenti et qu'il n'y a jamais eu d'histoire. Mais pour autant, je me dis encore une fois par rapport à cette vision de on a une image par rapport à Internet et on doit insuffler quelque chose aux gens. Je me dis ok, même si moi c'était pas grave et même si moi j'ai la maturité de me rendre compte que ça aurait pu l'être, je dois faire comme si c'était grave pour que les gens ne reproduisent pas cet acte-là parce qu'on sait jamais. Si toutes les personnes de mon entourage normalisent ce genre de relations, bah il y en a forcément dans le tas qui vont être des relations avec des rapports de force et qui seront malsaines pour les filles en question, qui peuvent vivre avec des traumas plus tard. Donc je dois instantanément prendre ma responsabilité et dire ok, j'ai fait quelque chose de grave. Donc en fait, j'ai toute la communication du mec qui a fait quelque chose de grave. Et en fait, je donne des billes du coup aux gens plus tard, 10 ans plus tard, 9 ans plus tard, hein, c'est 2018 le truc. Hein. 8, ouais, bon, voilà. 8 ans plus tard, de me mettre plus bactère. Parce que j'ai eu l'indécence de vouloir faire sous-entendre que c'était grave pour envoyer un message fort à ma communauté. Mm. Et à l'époque, j'aurais envoyé tout le monde se faire foutre, j'aurais dit bah c'est consenti, regardez, personne n'aurait rien dit. Enfin, ça aurait été moins grave, on m'aurait moins fait chier. Et là, je me suis mis dans des trucs où je me suis dit désolé, oh là là, je suis une merde et tout. Et c'est le pire truc à faire. Ça a fait évoluer ton regard sur Balance ton porc, MeToo. Ouais, de fou. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours été de l'avis qu'il fallait assumer ses torts pour justement envoyer ce message à tout le monde et basta, on tourne la page. Et que être dans le conflit permanent, ça sert à rien.
Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai shift qui se passe, c'est que les gens n'ont plus aucun intérêt à s'excuser, même pour un truc pas grave. En fait, tu fais un truc pas grave, tu te dis, bah, je vais m'excuser de toute façon. Si tu t'excuses avec gravité pour quelque chose qui n'est pas grave, on associera cette gravité à ton acte. C'est-à-dire que c'est même pas la posture, c'est la posture de ta défense qui insufflera dans l'esprit des gens la gravité de l'acte que tu as commis. Et à partir de là, tu ne peux pas demander à quelqu'un de s'excuser pour quelque chose qu'il a commis parce que ça va l'enterrer plus bactère. Il faut qu'il assume ses actes, mais s'excuser et demander aux gens d'être désolés pour cet acte qu'il a commis, non, c'est fini en fait. Si on fait ça, on est mort. Quelque chose qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est, notamment à cause des haters, c'est tes positions politiques. Tu te situes où, toi, politiquement ? J'ai beaucoup évolué. Je pense que, j'ai toujours été très libéral, économique, dans le sens où j'ai toujours été pour une certaine une certaine liberté économique des gens, c'est-à-dire contrôler ce qu'on fait de son argent. Si demain j'ai envie d'avoir un fonds de retraite privé, je peux le faire. Je peux pas être obligé de cotiser à la sécurité sociale, c'est mon problème. J'ai toujours été dans ce truc-là en fait, c'est à moi de calculer les risques sur ma personne et d'en assumer les conséquences. Après, c'est peut-être parce que tu as aussi très tôt gagné bien ta vie. Ouais, il y a un biais du survivant évident, Ouais. c'est sûr. Mais pour autant, il faut qu'il y ait des alternatives, en tout cas, qu'on n'impose pas un régime à tout le monde. Je trouve ça bizarre. Maintenant, même sans parler du côté égoïste, biais du survivant, etc., que j'assume complètement, juste la retraite, comme elle est aujourd'hui par répartition, si vraiment c'est le cœur du débat, même si je pense que parler de retraite aux Français aujourd'hui, c'est une erreur politique absolue, parce qu'ils seront réticents, et je pense qu'aborder le sujet des retraites, juste parler des retraites dans une ligne politique ou un programme, c'est un suicide politique. Après ce qui s'est passé en 2018, 2019 et tous les... Pourtant, c'est le plus grand gouffre financier. C'est littéralement, il y a un site sur les dettes françaises et comment les arranger. Le plus gros carré, c'est les retraites. Mais je pense que la retraite par répartition n'est pas cohérente dans un système démographique qui tend à ce que les gens vivent de plus en plus longtemps et que ça crée une pyramide de Ponzi qui est en train d'exploser. Alors après, voilà, j'ai aucune prétention économique, j'ai pas fait d'économie dans ma vie, je lis un petit peu, mais c'est très limité. Mais je pense qu'un jour, il faudra vraiment réussir en sacrifiant une génération qui va en souffrir, sauf si on arrive à sauver la dette française, mettre de l'argent de côté et créer un fonds à passer par une retraite par capitalisation obligatoirement. En fait, on va vers un... on va tout droit dans un mur, mais c'est de la folie. Hein. Donc, je récapitule. Du coup, tu as toujours été libéral, ouais. Mais tu as évolué en quoi, du coup ? Alors, déjà, c'est affiner un peu ma vision, parce que j'avais une vision très caricaturale de oui, les gens doivent gérer leur argent comme ils veulent. Évidemment que si on fait ça, y a tous ces biais du survivant qui font que c'est encore les pauvres qui sont impactés parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Eux, ils sont obligés d'accepter tout ce qui est sur une couverture sociale, ils sont obligés de s'intégrer à ce scénario. Donc ça, je reviens sur mes positions, évidemment que c'est pas entendable. Maintenant juste de manière générale, qu'il y ait un peu moins d'argent qui soit dépensé pour créer cet état nounou qui vient s'occuper des gens, et c'est important. Maintenant, il y a un truc très drôle, c'est la droite et la gauche aujourd'hui. Là, on parle de juste l'aspect libéral économique. C'est une des dimensions, je pense, 15 dimensions de notre spectre politique. Et c'est hallucinant parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à se croire investis en politique. Et même moi, je rentre dans ces codes de merde de dire droite et gauche. Mais vous vous rendez compte de la folie que c'est de mettre sur une dimension le spectre politique français ? C'était ma question, en fait. Est-ce que tu te considères de droite ? Et si oui, qu'est-ce que c'est la droite pour toi ? En fait, parler de droite et de gauche, c'est d'avoir instantanément rien compris à la politique. Et je rentre dans ce jeu de dire droite et gauche tout le temps parce que dans l'imaginaire collectif, ça représente certains trucs. Mais si tu parles à quelqu'un d'aussi intelligent que toi et d'aussi investi en politique et que tu lui dis je suis de droite, normalement, il doit te prendre pour un débile. Ou je suis de gauche, il doit te prendre pour un con. C'est obligatoire parce qu'il y a l'axe de la sécurité. Des gens peuvent très bien être typiquement, Marseille, au municipal, le RN qui fait un énorme score. Pourquoi ? Évidemment que des Arabes, si on veut parler des musulmans, qui votent pour le RN, ça paraît dingue. Moi, sur les réseaux, j'ai des gens qui sont en mode ouais, c'est pas possible. La communauté musulmane arabe de Marseille qui vote pour le RN, c'est des fous furieux. Mais en fait, évidemment qu'ils sont à l'opposé de la ligne identitaire du RN.
Mais ils sont obligés de voter pour le RN parce que la ligne sécuritaire. Parce que oui, on va protéger vos enfants dans les rues et parce qu'on va mettre des répressions fortes pour les narcotrafics, etc. Et en gros, il y a la ligne de la sécurité qui peut complètement diviser les gens de façon complètement décorrélée à leur vision politique générale. Il y a l'axe de l'éducation, il y a l'axe des nouvelles technologies, il y a le nucléaire, il y a Après, il y a l'écologie. quand même, quand tu regardes les gens, je vais dire de droite du coup, hein, mais il y a quand même ce côté conservateur, il y a quand même ce côté très patriote, assez Ouais, identitaire. typiquement, moi je suis pas très conservateur. Ouais. Genre le combat anti-woke absolu, oui, je vais pas aller jusqu'à l'homosexualité parce que je pense que c'est bon. Les homosexuels en France sont moins, en tout cas politiquement. Parce qu'évidemment, dans le carcan familial et tout, c'est toujours un enfer. Mais ils sont moins discriminés. Mais la transphobie généralisée, le discours de vouloir les valeurs catho, traditionnelles ou religieuses de manière générale, en fait, c'est pas cohérent. Tu peux pas être. Enfin, c'est cohérent si tu assumes une ligne identitaire catholique, etc., pour le RN ou pour n'importe quel parti qui se réclamerait identitaire, mais pour moi, c'est pas cohérent. Tu peux pas cracher sur l'islam qui est une pratique. Ouais, de la foi, de la spiritualité, quand elle est pratiquée avec paix et acceptation de l'autre. Maintenant, tu peux pas forcément dire je suis de droite donc je suis identitaire. C'est bizarre. Tu peux pas dire forcément je suis de droite donc je suis libéral Pour économique. toi, il n'y a pas assez de nuances aujourd'hui. En fait, c'est juste qu'il y en a une seule de nuance, il y a une seule dimension. Il y a une seule dimension, c'est droite et gauche. Je trouve ça dingue. Et justement, aujourd'hui, il y a le LFI est en train de d'envoyer un signal fort. Moi, j'ai une vision très polarisée. Enfin, je vois la polarisation permanente par les réseaux. Donc, je vois les bigs que ça insuffle dans le cerveau des gens. Évidemment que c'est caricatural, encore une fois. Mais il n'empêche que quelqu'un qui n'est pas trop dans la politique, il va rentrer tout de suite dans ces codes-là d'abord, avant d'étoffer sa vision. Et LFI, il est en train d'envoyer un signal fort, c'est attention à droite, ce sont des nazis identitaires qui ne veulent pas du vivre ensemble, qui ne veulent pas de l'islam en France, qui ne veulent pas que vous pratiquiez votre religion, qui ne veulent pas que vous puissiez être noir. Enfin, c'est une dinguerie, parce que non. Et à la fois, du coup, imaginons demain, tu es libéral économique, donc une ligne un peu plus droite sur le papier, tu es pour une sécurité forte, donc en gros, des sécurités droites, mais t'es pas pour cette vision identitaire fracturante de la France parce que t'as quand même envie que les gens se sentent chez eux dans le pays et qu'il n'y ait pas ce débat par an, c'est fini en fait. Genre, tu ne peux pas en fait, puisque les Toi, gens... tu crois au multiculturalisme ? Alors, je crois au multiculturalisme quand les cultures sont proches. Et je pense que quand, évidemment, on fait venir un Afghan de l'autre bout du monde, c'est évident qu'il y a des filtres qui doivent être... Donc, t'es quand même un minimum identitaire. bien sûr, mais évidemment. Mais d'ailleurs, encore une fois, c'est le débat habituel, c'est que la plupart des communautés musulmanes françaises qui se pensent, ou issues de l'immigration de manière générale, en tout cas des années 70, 60, 80, ces gens-là pensent que leur culture est trop éloignée de celle de la France parce que ça prend trop de place dans le débat national, mais la plupart des gens qui sont pour une régulation de l'immigration, ils pensent même pas à l'immigration algérienne, tunisienne, marocaine, etc. Ils pensent plutôt aux Afghans, ils pensent plutôt, je sais pas, au Pakistan, enfin des pays un peu plus loin culturellement en tout cas. Je sais pas. Je sais pas, faudrait leur demander. Ouais, j'en sais rien. Mais je pense que de manière générale, dans tous les cas, le gouffre culturel, il peut être mesuré. Genre on le fait déjà. Il y a des tests pour avoir la nationalité française qui sont plus ou moins complexes. Et des fois, c'est pas suffisant, quoi. C'est sûr. Les tests ou... Le filtrage culturel, il est pas suffisant. Maintenant, là, on est en train de faire fi de toute la vision humaniste qu'on peut avoir. En fait, ces gens-là, ils y peuvent rien. Genre, cas de l'Afghanistan, Pakistan, aucune chance de pouvoir y aller. Pour les pays limitrophes, Iran, aucune chance. Ils peuvent pas... un mec en Afghan qui vit une oppression terrible parce que les talibans, le machin, le milieu socioculturel dans lequel il évolue, s'il veut se barrer du pays, il peut pas aller au Pakistan, il peut pas aller en Iran, c'est compliqué. Donc ouais, il a peut-être pas d'autre solution que de venir en Europe centrale ou en Europe de l'Ouest. Ouais. Sur X, tu disais que donc t'étais en guerre contre le socialisme. Ouais, non, oui, si on veut. Et du coup, c'était une des raisons aussi pour lesquelles
pardon, j'ai encore utilisé le terme droite, tu considérais que le RN n'était pas de droite. C'est pour ça, justement. C'est cette ligne droite-gauche, elle se brise déjà rien que sur ça. Parce que moi, je pense que vraiment, le vrai droite-gauche, c'est socialisme libéral économique. C'est ma première vision, parce que c'est celle qui impacte le plus les gens. Après, si tu regardes la définition, la droite, c'est tout ce qui est conservateur. Bah, selon une définition... Selon quelle définition ? Celle du Robert. Ok. Bah, il y en a une seule, vraiment ? Il y a une seule définition ? Bah, de ce que j'ai vu, ouais. Ok. En gros, il disait droite, ensemble des partis conservateurs. Après, les mots ont la valeur qu'on leur donne. Genre, je pense que... Mais ok. Après, moi, je suis d'accord pour dire que il y a un débat de l'identité. Identité et culture, c'est aussi important, je pense, dans la tête des gens pour droite-gauche que libéral ou socialiste. Non, mais après, c'est sûr Mais que... moi, ma vision du truc, c'est ça. Donc, c'est vrai que... Mais après, c'est du rage bait. Hein. Non, mais X, c'est du rage bait de fou, quoi. Il y a des tweets que je fais, c'est juste pour faire réagir. Et c'est juste pour insuffler aux gens que, attention quand même, vous pouvez pas dire... Commencez pas à croire que la droite, c'est ça. Parce qu'après, quand on va vouloir vous vendre de la droite économique, vous allez dire oui, c'est la même chose que ce qu'on a vendu. Parce qu'il y a ce truc-là aujourd'hui avec Lisnard, qui est maire de Cannes, qui a un parti un peu... c'est Nouvelle Énergie, c'est un parti justement centriste, libéral économique, ultra libéral au sens péjoratif, mais voilà. Et le mec, il est en mode, bah non, mais c'est un centriste, union des droites un peu macroniste. Parce que les gens, ils sont en mode, bah ok, une dimension. Où est-ce que je le place dans la dimension là ? Bah il est au même niveau que Macron, donc c'est la ligne de Macron. Bah non. Il y a tellement de trucs qui font qu'il est différent de Macron. Tu peux pas dire ça. Parce que, et encore une fois, billet d'association, oui, mais il a parlé à ce mec-là qui est... Non mais voilà, et c'est fini. Mais toi, il y a un parti qui te tente Bah aujourd'hui en justement, France. la proposition de Lisnard, elle est intéressante. Ok. Maintenant, c'est pour ce que ça vaut, faut que ça reste cohérent. Moi, je vais pas... Enfin, je suis pour un vote utile et pour l'utilitarisme. Si le vote sert à rien, mais maintenant, si s'investir, ça donne une perspective pour 2032, ouais. En gros, l'idée, c'est de donner une alternative. Moi, mon objectif, c'est de briser... C'est un objectif qui peut être potentiellement dangereux et les gens me disent que c'est pas forcément la bonne stratégie, mais je m'y tiens parce que c'est ma ligne. C'est de dire, ok, là, on fait trop porter le chapeau à la droite d'être anti-multiculturalisme. On lui fait trop porter le chapeau d'être purement conservateur et identitaire. Alors que les problèmes français sont... Pour moi, c'est la bureaucratie et le socialisme. C'est-à-dire que si demain on résout ça, il y a plein de gens qui vont avoir un meilleur pouvoir d'achat, ça va indirectement impacter tout le monde, et peut-être qu'on aura moins besoin d'immigration économique, peut-être qu'on pourra trouver une solution aux retraites, donc on aura moins besoin de jouer ces jeux des Ponzi et d'avoir une solution démographique à apporter tout de suite. Peut-être que tous les problèmes après vont se résoudre indirectement par un ruissellement. Mais c'est aussi la ligne politique de Mélenchon. C'est de dire le communisme. Moi je le vois comme un communiste, mais surtout que tous les gens qui le suivent sont des marxistes. Donc en fait, à partir de là, je les vois comme des gens qui se disent ok, on va résoudre le problème du capitalisme. Les gens vont avoir de l'argent, du pouvoir d'achat. Et du coup, il n'y aura plus de problème il y aura plus de problème de cette immigration, il n'y aura plus de problème de pauvreté, de précarité. C'est la précarité qui est la raison pour laquelle il y a des délits en France. Bah non, je pense pas. Et Tu penses que c'est pourquoi ? voilà, on dérive encore, mais je pense qu'il y a plein de trucs. Non, mais en vrai, on peut revenir sur ça juste après, si tu veux. Je pense que cette ligne, il faut casser tout de suite, en tout cas, cette ligne identité multiculturalisme. Comprendre que le vrai enjeu pour moi, il est économique, mais ça demande un petit peu aux gens de s'intéresser. Comprendre le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent avec des salaires en servant à rien. C'est-à-dire que demain... c'est un peu la stratégie muskienne. C'est on vire tout le monde et on voit vraiment ce qu'on a besoin. Demain, c'est n'importe quoi, mais tu vires tous les fonctionnaires de France et tu regardes où est-ce qu'il y a besoin de fonctionnaires, tu les remets et tu finiras avec 60% de fonctionnaires en moins à tous les coups. Il y a ce truc un peu allégorique de Bercy, il y a une aile de Bercy qui disparaît, personne n'est au courant pendant 2 mois parce que les mecs servent à rien. Oui, puis ce qu'on dit pour non, mais c'est dans très le caricatural. privé, une personne, dans le public, 5 pour faire le taf d'une personne. Quoi. Et surtout, on a trop banalisé le fait que l'argent public soit infini. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, très caricatural et ce qu'on peut lire, mais empiriquement, quand même, quand tu connais des gens qui travaillent un peu dans le BTP, qui font signer des contrats à des entreprises, à des finances publiques, ah ouais, les mecs sont des pigeons. Ils en ont rien. En fait, c'est pas leur oseille, c'est pas leur argent. Ils en ont rien à branler en fait. Donc les mecs, vu que c'est pas leur argent, ils ne négocient pas autant que c'est leur argent. Mais il y avait ce scandale là récemment avec les différentes mairies,
différentes mairies de ville qui prenaient des fauteuils de 4000 euros, Ah oui. des fauteuils de designer. Mais il y a pas de... Ils se disent, ils ont une enveloppe. En fait, souvent, ils ont une enveloppe. Et cette enveloppe, il faut s'imaginer qu'elle est cohérente. Et ils vont l'utiliser. Peut-être à un moment être un peu juste parce qu'ils ont fait de la merde. Elle va un peu augmenter. Et tous les ans, cette enveloppe elle va un peu augmenter. Parce qu'on se dit, ah ouais, mais il faut suivre l'inflation, machin. Ils ont un peu... Mais en fait, il n'y a pas eu d'effort de faire le moins possible. Si on t'avait dit demain, même, l'enveloppe, elle est de 5 millions d'euros pour je sais pas quelle forme de finances publiques. Mais maintenant, vous aurez une prime sur votre salaire de 1000 euros si vous arrivez à accomplir le cahier des charges tout en réduisant cette enveloppe de 30%, de 40%, de 50%. Je dis n'importe quoi. C'est-à-dire, si on arrive à économiser 500 000 euros, 1 million d'euros, 1 500 000 euros sur le, l'enveloppe publique, toi, tu gagnes 2000 euros. On a gagné 2000 euros, mais à côté, on a gagné 500 000 potentiellement. Parce qu'on a imposé à quelqu'un que ça avait une répercussion sur son salaire de faire des économies publiques. Mais je pense pas qu'il y ait ce truc-là, en fait. Oui, évidemment, peut-être qu'on va prendre quelqu'un qui travaille mieux, qui gère mieux les finances, et qu'à la fin, par darwinisme, il y a peut-être un meilleur mec qui va se retrouver aux finances. Mais dans les faits, il y a quand même un gâchis de l'argent public. On est complètement déconnecté quand on est fonctionnaire du fait que c'est notre argent, en fait. Et il y a bien ce truc-là aujourd'hui, quand les gens veulent des aides, là où on voit qu'on est déconnecté. L'exemple, il est bidon. Tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu penses qu'on devrait émigrer, on devrait accepter tous les Afghans qui sont, par exemple, persécutés dans leur pays ? Réponse oui. Est-ce que tu voudrais en avoir un chez toi ? Bah non. Est-ce que tu voudrais payer pour cet Afghan personnellement ? Bah non. Mais sauf que dans les faits, c'est ce qu'on fait. Ouais. Genre, parce qu'il n'y a pas ce lien direct entre ton portefeuille et la personne que tu soutiens, les gens pensent que ça n'existe pas. Alors que ça se répercute tous les jours. C'est ça aussi, ton problème avec le socialisme, c'est le fait que les gens oublient qu'en fait, l'argent de l'État, c'est leur argent. Mais qui paie ? Moi, c'est le même qui me régale de lois qui courent après le communiste en disant mais qui paie en fait. C'est vraiment mais qui paie en fait. C'est pour ça le mouvement Nicolas qui paie là, il a pas eu assez de buzz à mon avis. Oh, il en a eu pas mal. Non mais il aurait pu en avoir plus. Et ça pourrait être le mouvement, ça pourrait être le nouveau mouvement Gilets jaunes en vrai. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est qui dépense cet argent à la fin ? C'est une folie quand même. Et je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à comprendre que tous ces choix, ils ont une répercussion. En fait, déjà, il y a toujours ce fantasme de c'est l'État. Il y a aussi ce fantasme pour le verrou démocratique. De toute façon, on peut rien faire, c'est les politiques, c'est une caste. Mais encore une fois, moi, j'essaie de casser ce truc. J'ai envie de dire, regardez les députés qu'on a. Il y en a qui sont exceptionnels. Il y en a qui sont éclatés. Il y en a qui... Enfin, je suis désolé, j'ai pas envie de les cibler parce qu'ils sont souvent chez les filles. Mais on en a, franchement, sur le débat, par exemple, de l'anonymat sur Internet, le RN s'est ridiculisé. Quand un mec comme Léaumont arrive à ridiculiser les députés RN, en fait, c'est que personne n'est... Enfin, qu'il n'y a pas assez de compétents. Et ce que j'essaie de dire, c'est les gars, arrêtez de croire que cette caste politique, elle est indétrônable. Vous pouvez prendre ses places. Vous pouvez être député demain, vous pouvez être maire, vous pouvez rentrer dans le jeu politique. Et c'est exactement le même débat que les policiers qui sont diabolisés, qu'on traite de racistes au quotidien, qu'on traite de merde. Bah à la fin, les mecs qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas des merdes, n'ont plus envie d'être policiers. Si on dit tout le temps que les politiciens sont des corrompus, que c'est des carriéristes, qu'ils font ça juste pour l'oseille, qu'ils n'ont aucune volonté politique, que c'est du vent, si tu te reconnais pas dans ces valeurs d'être carriériste, de faire de la langue de bois en permanence, bah, tu ne vas pas envie d'être politicien. Faut vraiment se retrouver dans un scénario où t'as de l'oseille par un miracle. Genre, moi, j'ai fait de l'oseille, je sais même pas comment, avec un jeu vidéo, il y a 10 ans, personne n'y jouait. Et aujourd'hui, j'ai de l'argent de côté, j'ai du temps et j'ai envie de m'investir. Mais qui a cette chance ? Tu voudrais, toi, t'investir en politique ? Ouais, de fou. Ouais. Et je pense que, en vrai, ce qui est drôle, c'est que j'ai tellement eu l'habitude de me faire tacler, qu'on recherche les dossiers sur moi pour trouver des trucs. Ils ont déjà tout est sorti, quoi. Tellement immunisé à toute cette merde de fou. Et j'aimerais te parler de la légitimité, justement, des streamers, des youtubeurs qui parlent politique, qui appellent à voter pour tel ou tel candidat. Ah ouais. T'en penses quoi de ça ? Parce que, du coup, je me dis, toi, tu partages plus d'idées avec moi que j'en partage avec, par exemple, Squeezie et McFly et Carlito qui appellent à voter Mélenchon. Mais du coup, est-ce que tu te sens légitime, toi, de parler de politique ? En fait, leur audience, c'est les 18-25. Les 18-25 sont dans l'éveil politique.
Moi, je pense à 18-25, j'en avais rien à foutre de la politique. C'est même pas j'avais un avis de merde, c'est je ne m'intéressais pas du tout à la politique. Ça m'énerve. Je me dis, mais pourquoi ça leur prend tant d'énergie? Qu'est-ce qu'ils ont? Et encore aujourd'hui, je me regarderais avec mes yeux d'enfant, je serais en mode, perds pas de temps avec ça, c'est de la merde. Euh, c'est pour ça que j'essaie d'avoir une approche un peu rigolote et troll, et j'essaie que ça soit un plaisir et que je m'amuse, quoi. Maintenant, évidemment que pour McFly et Carlito, pour Squeezie, sans leur jeter l'opprobre, ils ont ce truc de... Ils ont une audience 18-25. L'audience 18-25, elle est à l'éveil politique. La proposition la plus attirante pour un mec en éveil politique, c'est Mélenchon, malheureusement. C'est Mélenchon, obligatoirement, parce que il a toutes ces techs un peu humanistes qu'aura un enfant de 8 ans. Je suis désolé, non mais c'est factuel. Il n'y a aucune conscience économique, aucune conscience politique. C'est que une ligne électoraliste, mais en fait, j'ai pas envie de leur dire bas cuit parce que ça va bien plus loin que ça, la politique. Mais ouais, en fait, c'est pitoyable à quel point c'est caricatural. Et le RN se caricaturalise autant. Mais peut-être un discours pour les 25-35 ans, pareil, qui n'ont aucun éveil politique. Donc évidemment qu'un mec comme... Après, peut-être que c'est vraiment leur volonté politique. Peut-être qu'eux, ils ont... Honnêtement, on est tous des enfants dans le milieu d'Internet. On n'a jamais pris le temps de comprendre la réalité. Parce qu'on a vécu dans la tête, dans l'eau, de trouver des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, bouffer des réseaux sociaux à longueur de journée. Honnêtement, être éveillé politiquement quand t'es un YouTuber ou un streamer, c'est quasiment impossible. La plupart des YouTubers qui réussissent ne consomment pas du YouTube, ils travaillent. C'est des mecs qui ont réussi parce qu'ils ont travaillé à fond. Et donc, ils n'ont pas eu le temps de s'éveiller politiquement. Donc, même s'ils ont 35-40 ans, en vrai, ils en sont toujours à 20-25 ans de leur éveil politique. Donc, potentiellement, ils ont cette ligne LFI, ils ont cette ligne Mélenchon. Et ils sont sérieux dans leur tech. Et ils se disent, en plus, ça correspond à mon audience. En plus, quand j'appelle à voter Mélenchon, tout le monde me suce. Donc je vais le faire. Et c'est mécanique. Et j'ai même pas envie de leur en vouloir. Mais par contre, à un moment donné, quand on appelle à voter pour quelqu'un qui va changer la France, la responsabilité, c'est quand même de s'intéresser un petit peu à ce qu'il fait, quoi. Comprendre les enjeux derrière. Et ne pas croire que ça se résume juste à un combat identitaire. À est-ce qu'on accepte l'islam en France ou pas, quoi. Parce que évidemment que si c'était que ça, je pense que pas mal de gens qui aujourd'hui votent à droite appelleraient à voter Mélenchon aussi. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Et c'est aussi pour ça que du coup, moi je pense qu'on a besoin d'une alternative à droite. Une droite quand même marquée sur la sécurité et l'identité, qui ne rejette pas l'islam, qui ne rejette pas le multiculturalisme, c'est impossible. Même démographiquement, sans parler de grand remplacement ou pas, ils sont là, c'est nos frères. Tu peux pas leur cracher à la gueule à H24, juste parce que tu veux être élu. Même si demain tu veux limiter l'immigration et que t'en as ras le cul que des gens viennent dans ton pays, tu dois proposer cette solution et l'écrire avec des gens qui sont déjà là. Obligé, je pense. Ouais, après, il y en a qui sont là et qui ne devraient pas être là, tu vois. Mais encore une fois, et il est là l'enjeu, c'est que c'est la sécurité. Là, c'est la tech de Majid que je partage parce que c'est un peu sa vision du truc, qui est un apostat pas mal connu, qui critique pas mal l'islam. Lui, il a cette volonté de dire ce que les musulmans doivent comprendre, c'est que si demain, la sécurité était renforcée à 10 millions de pourcents et qu'il y avait une répression très forte des gens qui commettent des actes, les gens auraient plus besoin d'être anxieux vis-à-vis de leur prochain. Si on te répète tous les jours qu'il y a des gens impunément au QTF qui font de la merde dans le pays, qui commettent des actes répréhensibles, et que ça peut t'arriver demain, tu peux te faire poignarder pour aucune raison dans le métro. Si demain, l'État joue son rôle d'assurer la sécurité de son peuple et qu'il envoie un message fort que ces gens vont être renvoyés chez eux, mis en prison, vont payer pour leurs actes, que demain on leur demandera de payer leurs 150 € par jour de ce que ça coûte à l'État la prison, et que ça va la remettre en question de se dire ah c'est pas grave si je suis en prison, de toute façon c'est ok, je serai pas plus mal que chez moi de toute façon vu que je vis dans la plus grande précarité. Mais le regard des Français va changer, ils seront moins méfiants dès qu'ils verront quelqu'un qui leur paraît musulman, ils seront moins méfiants quand ils iront dans certains quartiers, et automatiquement cette méfiance, si elle disparaît, ça enlèvera certaines tensions et ça permettra d'avoir un débat beaucoup plus constructif sur l'immigration. C'est un peu ça. Donc en gros, la répression forte et la sécurité, elle doit arriver en premier pour que toute la suite se construise autour de ça. Typiquement ICE. ICE, pour moi, c'est une évidence qu'il devrait avoir ICE en France. Si jamais il y a des gens qui veulent pas quitter le pays, si jamais il y a des gens qui font n'importe quoi, même ne serait-ce pour rien à voir, mais une police qui peut réprimander par exemple les squatteurs. Mais évidemment que s'il y a ICE, il y aura des gens qui vont se mettre,
qui vont se mettre dans les pattes des policiers parce qu'ils veulent faire les humanistes. Il y en a des gens qui vont peut-être se défendre avec des armes et ça créera des tensions, de la friction entre les forces de l'ordre et les concernés. Et à un moment donné, il y aura des débordements, peut-être une personne qui va mourir injustement d'une bavure. Et en fait, on va te pointer cette bavure pour te dire, tu vois que cette chose devrait être bannie, c'est le nazisme, parce qu'il y a un mec qui est mort à cause de ça. Obligatoirement, si on faisait ça pour les médicaments, et des gens qui sont morts à cause des Doliprane, mais il y en a tous les jours, c'est pas un truc de ouf. C'est un cas sur je sais pas combien de milliers, centaines de milliers ou millions même. Mais ça existe. Et pour autant, est-ce qu'on arrête de prendre du Doliprane ? Non. Et donc à partir du moment où il y a un aspect négatif sur un fait, on va commencer à dire que cette chose doit être supprimée. Non, c'est pas possible. Il est là le débat, il est brisé automatiquement par ça dégoûte. Non, mais c'est... Donc tu veux potentiellement t'investir en politique. Genre là, par exemple, si je te demande tes prochains projets, est-ce qu'il y a un truc en rapport avec la politique ou pas ? J'ai envie de faire... Alors déjà, pour la 2027, en tant que streamer Twitch, obligatoire, un stream où on décortique les programmes de tous les candidats, de Jean Lassalle à Lisnard, en passant par le Macron bis qui aura, je sais pas qui ce sera du coup en 2027. Genre... Ça va être marrant parce qu'on va pouvoir débattre de tout ça, dire ok, on va essayer de faire notre propre programme, les gars, voter le programme du chat, le programme que moi j'aurais envie de faire. Il y a des concepts super drôles à faire, c'est sûr. Il y aura des débats politiques giga drôles, évidemment, entre certaines personnalités politiques fortes. Et pareil, ce sera super marrant à regarder d'un œil profane. Maintenant, Twitch, moi j'ai envie que ça reste du jeu vidéo, une safe place pour les gens qui veulent, encore une fois, insuffler cette volonté de tryhard, de faire kiffer les gens, arrêter de leur... pourrir le cerveau avec de la politique. Je pense que ça n'a pas sa place au quotidien, en tout cas, sur un stream. Ça radicalise juste les gens et ça leur pourrit la tête. C'est pas bon. Je pense que le mec qui travaille tous les jours, il a pas le temps de s'investir en politique ou que ça occupe une part aussi importante de son esprit. Ça doit occuper une part aussi importante de son esprit quand ça va être ta vie, que t'as prévu d'en faire ta carrière. Maintenant, à côté de ça, moi j'aimerais bien faire des petites vidéos sur YouTube où je vais dans la rue. Je pense avoir bien compris les enjeux humanistes de la gauche parce que j'en ai bouffé des années et des années sur Twitch parce que c'est le message qui est le plus le vivre ensemble, tout ça. Je l'ai très bien compris. J'ai compris aussi les limites au niveau des dangers sur notre identité, sur notre culture, des suprémacistes même de Twitter qui sont aussi ravagés. Et en fait, encore une fois, c'est ça qui est ridicule, c'est que là, on a l'impression que je suis centriste. Un peu. Et du coup, macroniste. Parce que les gens font là. Et non, du coup, pas du tout. Enfin, c'est l'opposé de mes idées. Et donc, ouais, j'ai envie d'aller titiller un peu les gens des deux côtés. Parce que, genre, par exemple, on a des mecs qui font ça. Il y a Cathédrale Osseuse en gauche, il y a Vincent Lapierre en droite, qui vont aller chercher les gens dans les manifs et tout. J'ai envie de faire ça, mais des deux côtés, parce que j'aime bien me placer dans les deux camps et voir un petit peu ce que les gens ont à répondre et aller avec eux quand ils sont cohérents, aller contre eux quand ils commencent à raconter n'importe quoi. Ça, c'est drôle à faire. T'as envie d'apporter de la nuance au débat, quoi. Ouais, de toute façon, X, c'est n'importe quoi. Et des fois, je pose des questions sur le réel. Et j'aime bien avoir cette... Ouais, les gens me disent, ouais, au quotidien, j'ai vécu ça. Et toutes les fake news, tous les trucs qu'on bouffe à H24 sur X et compagnie, c'est fatigant, quoi. On est tellement déconnecté. On n'est pas déconnecté du réel. C'est justement ce que les gens ont fouillé au plus profond d'eux, je pense. Ça les déculpabilise, ils lâchent tout ce qu'ils ont, c'est entre guillemets anonyme. Mais il y a quand même une petite nuance à avoir et il faut aller la chercher sur le terrain, je pense. Mais quand je dis sur le terrain, c'est même pas dans les manifs. Tu prends quelqu'un au hasard dans la rue et tu lui demandes qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et même si la personne elle a l'air de pas trop connaître le sujet, tu lui expliques. Tu lui présentes de façon objective ce que les youtubeurs ne font pas. Quand ils présentent un sujet, ils attendent toujours une réponse. Tu leur présentes de façon objective et tu vas les chercher sur leur domaine, quoi. Ça, j'aimerais trop faire ça me ferait plaisir. Donc peut-être un de tes prochains projets. Ouais, ça me sortirait de ma zone de confort et je pense que je pourrais kiffer.